Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire ensemble un petit résumé sur les émulsions. Donc, on commence par une définition. Donc, les émulsions sont des systèmes thermodynamiquement instables constitués de deux liquides non miscibles. Le premier liquide dispersé se forme de fines gouttelettes dans un second liquide non miscible au premier. Les gouttelettes du premier liquide forment la phase dispersée appelée encore phase interne ou phase discontinue. Le second liquide constitue la phase dispersante ou externe ou continue. Si par exemple un excipient contenant deux phases, une phase aqueuse continue et une phase dispersée ouilleuse. Donc après agitation, on va obtenir des petites gouttelettes, c'est la phase dispersée, dans la phase continue. On passe maintenant à la classification des émulsions. Donc, on a le premier critère de classification repose sur la nature des phases dispersées et dispersantes. À ce titre, on distingue deux types d'émulsions. Le premier type, c'est l'émulsion huile dans l'eau. H veut dire huile et E veut dire eau, ou bien lipophile hydrophile, LH. Ce sont des émulsions dans lesquelles la phase dispersée est constituée par un liquide apolaire ou peu polaire et la phase dispersante est un liquide polaire tel que l'eau. Le deuxième type, c'est les émulsions eau dans huile, EH ou bien hydrophile lipophile. Ce sont en fait des émulsions dans lesquelles la phase dispersée est constituée par un liquide polaire et la phase dispersante est constituée par un liquide apolaire. On a par exemple un récipient contenant dans la phase dispersée de l'huile et dans la phase continue de l'eau. Après une agitation, on voit l'apparition des petites gouttelettes ouilleuses. C'est la phase lipophile hydrophile. On a un second récipient contenant dans la phase continue de l'huile et dans la phase dispersée de l'eau. On voit l'apparition des petites gouttelettes d'eau, c'est la phase hydrophile lipophile. Le deuxième critère de classification repose à la fois sur la consistance de la phase dispersante et sur la taille des particules de la phase dispersée. On distingue les émulsoïdes, les émulsions vraies et les émulsions de consistance semi-solide. On commence par les émulsoïdes. Ce sont des émulsions dont la phase dispersante est liquide et dont la taille des particules est très fine, moins de 0,5 micromètres. On passe aux émulsions vraies. Ce sont des émulsions dont la phase dispersante est liquide, mais dont la taille des particules est plus importante, supérieure à 0,5 micromètres. Les émulsoïdes de consistance semi-solide sont des émulsions dans lesquelles la phase dispersante est plus ou moins rigide. Et maintenant, on va voir l'instabilité des émulsions. Les émulsions étant thermodynamiquement instables, leurs propriétés vont se modifier dans le temps. Cette instabilité peut se manifester sous quatre formes principales. Le crimage ou bien sédimentation, la flocculation, la coalescence et l'inversion de phase. Ces phénomènes sont souvent liés, mais leurs mécanismes sont suffisamment différents pour qu'ils puissent être étudiés séparément. On commence par le crimage ou bien sédimentation. Il s'agit d'une instabilité qui correspond au déplacement vertical des particules de la phase dispersée sous l'influence de la gravité. Dans le cas des émulsions, ce déplacement se fait généralement vers le haut, crimage proprement dit. Lorsque les particules de la phase dispersée se rassemblent à la partie inférieure, ce phénomène est appelé sédimentation. On passe maintenant à la vitesse
de crimage ou de sédimentation d'une particule sphérique dans un liquide newtonien. Elle est régie par la loi de Stokes. La vitesse égale à 2r au carré fois d1 moins d2 fois g, le tout sur 9n. Le r est le rayon de la particule. d1 moins d2, c'est la différence des densités de la phase solide et la phase liquide. G, c'est l'attraction de la pesanteur, c'est une constante. Et n, c'est la viscosité de la phase dispersante. D'après la loi de Stokes, on peut diminuer l'importance du crimage en augmentant la viscosité de la phase dispersante, en diminuant la taille des globules dispersés et en réduisant la différence de densité entre les deux phases. Le crimage est une forme d'instabilité des émissions facilement réversible par une agitation suffisante. On passe maintenant à la flocculation et coalescence. Ce sont deux formes d'instabilité des émulsions liées à la présence à la surface des globules d'une part d'un film interfacial et d'autre part de charges électriques. Le film interfacial existe à l'interface entre deux liquides. Son rôle est de maintenir à l'intérieur de chaque liquide ces globules et donc de s'opposer à la dispersion. Cette difficulté est contournée par l'addition d'un émulsionnant qui est un surfactif, veut dire agent tensioactif, dont les molécules vont s'absorber à la surface des globules dispersés pour empêcher qu'ils ne fusionnent. Le film de surfactif permet de diminuer la tension interfaciale résultante des tensions superficielles des deux liquides et favorise donc l'émulsification puis la stabilité de l'émulsion. Voici un schéma d'un tensioactif qui possède deux parties, une partie lipophile et une partie hydrophile. La répartition des charges électriques à la surface des particules, quelle que soit l'origine de ces charges, se fait conformément à la théorie proposée par Stern. Dans son milieu, la particule est entourée de trois couches d'ions. D'abord, une couche d'ions dit déterminant, donnant sa charge à la particule et constituant ce que l'on appelle un potentiel de surface. Ensuite, une première couche de contre-ions de signe opposé, fortement fixée à la particule et se déplace en toute occasion avec elle. Le potentiel de cette couche est appelé potentiel de Stern. Une deuxième couche de contre-ions dont la concentration diminue progressivement jusqu'au point de neutralité. Elle est appelée couche diffuse et le potentiel de cette région appelé potentiel zeta. C'est le seul potentiel mesurable. Si le potentiel zeta augmente, les particules se repoussent et s'il diminue, les globules flocculent. La floculation correspond à la formation au sein de l'émulsion d'agrégats constitués par l'association de plusieurs globules. Au cours de la floculation, les particules s'assemblent donc sous forme de flocons, mais chacune d'entre elles conserve son individualité. La vitesse de floculation dépend de la valeur des forces de répulsion et de la valeur des forces d'attraction, de type van der Waals. Contrairement au crimage, la floculation n'est pas toujours facilement réversible. La coalescence correspond à la
fusion complète de plusieurs globules préalablement flocculés qui finissent par perdre leur individualité pour donner un seul et même globule. Contrairement au crimage et à la flocculation, la coalescence est une forme d'instabilité toujours irréversible. Elle se traduit par la séparation complète de deux phases. On passe maintenant à l'inversion de phase. Il s'agit d'un brusque changement de sens de l'émulsion. Par exemple, une émulsion LH devient HL et inversement, une émulsion HL devient LH. L'inversion de phase peut être provoquée par un changement de proportion des deux phases, une augmentation de la température, par exemple, à une certaine valeur de celle-ci, appelée température d'inversion de phase TIP, l'émulsion peut changer de sens. La nature, la concentration et le HLB des surfactifs utilisés ainsi que la nature de la phase huilleuse. Préparation des émulsions. Une émulsion est composée d'une phase huilleuse ou bien une phase aqueuse et un émulsionnant ou un mélange d'émulsionnants. Ce sont les tensioactifs. Les surfactifs, encore appelés agents tensioactifs ou agents de surface, ce sont des substances amphiphiles formées de deux parties, une partie hydrophile et une partie lipophile. Ils ont la propriété de s'absorber aux différentes interfaces, gaz liquide, liquide-liquide ou solide-liquide, diminuant ainsi la tension interfaciale. Le type des surfactifs. Donc, on distingue les surfactifs ioniques s'ionisant dans l'eau, les surfactifs anioniques comme les savons, les dérivés sulfatés ou sulfonés. Troisièmement, les surfactifs cationiques comme les sels d'ammonium quaternaire et les surfactifs amphotères, par exemple les phospholipides. Le HLB ou balance hydrophile-lipophile est une valeur caractéristique des surfactifs qui peut être soit calculée, soit déterminée par voie expérimentale. Elle représente l'importance de la partie hydrophile par rapport à la partie lipophile. Selon la classification de Griffin, les surfactifs de HLB élevé sont des surfactifs à tendance hydrophile et les surfactifs de HLB plus faibles sont des surfactifs à tendance lipophile. Ils orientent vers une émulsion HL. On passe maintenant à la préparation des émulsions. Les émulsions sont des systèmes thermodynamiquement instables. Leur stabilité dépend de la présence de tensions actives, mais également de procédés de fabrication. Le principe général de préparation des émulsions consiste à introduire le ou les émulsionnants dans une des deux phases, disperser l'une des phases dans l'autre, procéder à une homogénéisation. Mode d'introduction des émulsionnants. L'introduction des émulsionnants peut se faire de 5 façons. On a l'introduction des émulsionnants dans la phase aqueuse, ou bien dans la phase huilleuse, ou bien introduction des émulsionnants dans leur solvant préférentiel, ou bien addition aux émulsionnants de façon alternative des deux phases huilleuse et aqueuse, ou bien préparation de l'émulsionnant in situ en introduisant par exemple un acide gras dans l'huile et une base dans l'eau. Les caractères de l'émulsion obtenue varient selon le mode d'introduction choisi
et seuls des essais préliminaires permettent de définir le procédé le plus approprié. On passe maintenant à la température de fabrication. Le mélange des deux phases peut être fait à température ambiante. Les deux phases peuvent au contraire être chauffées en général à une température comprise entre 50 degrés Celsius et 80 degrés Celsius. Une élévation de la température favorise l'émulsification en diminuant la tension interfaciale et en augmentant la solubilité d'une phase dans l'autre. Mode d'introduction des phases. Il y a 3 possibilités d'introduction des phases, l'une dans l'autre. La première possibilité, c'est introduire la phase dispersée dans la phase dispersante. Dans ce cas, la phase dispersée est ajoutée progressivement, et ce, agitation dans la phase externe. La deuxième possibilité, c'est introduire la phase dispersante ou externe dans la phase dispersée. La troisième, c'est ajouter au mélange d'émulsionnants progressivement et de façon alternative les deux phases. Mode de refroidissement. Le refroidissement d'une émulsion se fait lentement en agitation, doit être maintenu jusqu'à ce que la préparation atteigne la température ambiante. Ce mode de refroidissement est réalisé dans le laboratoire. On passe maintenant au choix de l'appareillage. Le choix de l'appareillage est important car il influe sur la taille des globules et donc sur la stabilité des émulsions. Deux types d'appareils peuvent être utilisés. Les agitateurs qui servent à préparer les émulsions primaires et les homogénéisateurs qui servent à réduire la taille des globules de l'émulsion primaire. Lycée des émulsions. Premièrement, détermination du sens de l'émulsion. Méthode par dilution. Elle consiste à introduire une certaine quantité d'émulsion dans l'eau ou dans de l'huile et à déterminer dans quel cas l'émulsion se dilue facilement. La deuxième méthode, c'est la méthode des colorants. Elle consiste à ajouter à l'émulsion soit un colorant hydrophile, soit un colorant lipophile et à observer la diffusion du colorant dans la préparation. La troisième méthode, c'est la mesure de la conductivité. Une émulsion HE a une conductivité élevée, tandis qu'une émulsion EH présente une très faible conductivité. Analyse granulométrique des émulsions. Deux techniques sont utilisées. La première, c'est l'observation de la préparation en microscope munie d'une échelle micrométrique. La deuxième, c'est l'utilisation d'un compteur des particules de type Coulter-Compté. Détermination de la viscosité de l'émulsion se fait en utilisant différents types de viscosimètres. Notamment les essais de stabilité des émulsions. La stabilité à centrifugation, elle est effectuée en soumettant l'émulsion à accélération relativement élevée. Et la stabilité à la chaleur et au froid, les émulsions placées dans une étuve et portées à des températures variables pendant un temps déterminé. Et l'émulsion est contrôlée à intervalles du temps réguliers.